Ils détruisent votre cerveau. Vous ne pouvez plus vous en passer. Vous êtes heureux, drogué. Ces machines vont finir par vous tuer. Et vous n'avez plus envie de lutter. Mais pourquoi c'est si dur? Relève la tête, mec. Wow! Ouah, c'est de la bonne, ça. Putain, j'ai encore envie, mais... Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais... Ah mais rien, j'ai la flemme. Salut les machines! Et vous vous posez peut-être la question sur pourquoi vous voyez tant de jeunes sur leur téléphone, et voir aussi pourquoi il y a tant de personnes tout court, j'y mets aussi les adultes, sur leur téléphone. Pourquoi certains sont toujours en train de poster quelque chose, pourquoi vous avez cette envie irrésistible de liker, de regarder la vie des autres. Pourquoi passons-nous autant de temps sur nos réseaux sociaux? La question est de savoir si il n'existe pas des choses qui se passent en ce moment dans nos sociétés, notamment sur ces applications, qui empêcheraient notre cerveau de réfléchir et qui nous feraient continuer à utiliser les réseaux sociaux à outrance, en gros en étant dopé tout en étant heureux sans même s'en rendre compte. « 4,5 milliards d'utilisateurs en 2021, 45 minutes par jour en moyenne de réseaux sociaux. On est aujourd'hui sur TikTok à 52 minutes par jour en moyenne. Sur le deuxième trimestre 2022, 95 minutes par jour. Et chez la génération Z, les 15-24 ans, c'est 2h07 minutes par jour. 1 milliard d'actifs sur TikTok. Ce sont des chiffres qui font tourner la tête, et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des milliards et des milliards de recettes sur tous les réseaux tels que Facebook et toute sa clique, Snapchat, Instagram, donc qui est Facebook, et TikTok qui génère des milliards et des milliards d'euros sans que nous ayons à dépenser le moindre centime. Et moi, forcément, il y a une question qui me taraude. Pourquoi les réseaux sociaux sont si addictifs et si géniaux en même temps? Déjà, si on fait la liste des points positifs, on se rend vite compte que les réseaux sociaux sont quand même des outils extraordinaires et qu'ils ont effectivement tout pour plaire. Les réseaux sociaux sont des outils extraordinaires, ne serait-ce que pour travailler, pour développer une entreprise, pour comprendre comment fonctionne, avec des outils analytiques extrêmement puissants, comment fonctionnent les gens, pour leur proposer la meilleure qualité de service possible. C'est un créateur d'opportunités, on sait qu'aujourd'hui des gens gagnent de l'argent avec. C'est aussi un outil qui nous permet en tout cas d'avoir la capacité d'être sociable, de pouvoir communiquer avec des gens de l'autre bout du monde. Parfois nous avons de la famille qui est pas très loin, et grâce aux réseaux sociaux nous pouvons maintenir ce contact et continuer à développer des relations avec des gens qui sont à parfois des centaines, voire des milliers de kilomètres. Les réseaux sociaux nous permettent d'avoir aussi accès à l'information. Alors, de tout type, parfois des bonnes informations, parfois carrément des fake news, mais une chose est sûre, c'est que ça nous permet d'avoir une vision sur le monde. Les réseaux sociaux nous permettent d'apprendre. Vous allez sur YouTube, vous pouvez rencontrer des gens extraordinaires, je ne me pointe pas du doigt, hein, pas du tout, qui vous permettent d'apprendre plein de choses sur notre monde, sans pour autant aller à l'école aujourd'hui. Mais aussi les réseaux sociaux, c'est la possibilité de faire des rencontres, et pourquoi pas de faire la belle rencontre, que ça soit amoureuse, mais aussi amicale, avec des gens avec qui nous partageons des passions communes. Rien que pour ça, ces plateformes-là sont extraordinaires. Et pour s'en rendre compte, il suffit juste que, pour ceux qui étaient nés bien évidemment, mais rappelez-vous comment on communiquait il y a 20 ans, comment on communiquait il y a 30 ans. C'était beaucoup plus difficile. Mais le problème n'est pas tant la technologie, car la technologie, finalement, ce n'est qu'un outil. Vous prenez la voiture est un outil, et pourtant elle peut être extrêmement dangereux si on s'amuse à faire n'importe quoi, puisqu'on peut tuer des gens, comme aussi on peut se faire mal. Donc c'est pas tant la technologie qui est problématique, c'est plutôt comment on s'en sert. Et là, c'est là que ça coince. Parce que si on enlève tout ce discours et ce décor bisounours, on se rend compte que l'envers du décor n'est pas si rose que ça. On ne peut pas goûter à une technologie qui soit si avancée sans débourser le moindre centime. Il y a des gens qui ont créé ces applications, il faut les faire fonctionner, il faut qu'il y ait du réseau, il faut qu'il y ait de l'électricité,
il faut des gens dans la maintenance, il faut créer justement ce réseau. Comment on fait si ça ne coûte rien? Ceci n'est pas possible. Donc il faut faire fonctionner ces choses-là, et ce sont des gens qui ont créé des sociétés privées. Et une société privée, dans un monde capitaliste, quel est son objectif? C'est de gagner un maximum d'argent. Comme chaque entreprise, l'objectif c'est de gagner un maximum d'argent. Et même si la base du projet était quelque chose d'extrêmement louable et intéressant pour l'humanité, il y a eu des opportunités de faire gagner beaucoup d'argent à des personnes. Et ces opportunités ont été perçues, et ces opportunités aujourd'hui sont largement exploitées. Et depuis 10 ans, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un changement dans nos sociétés, que les gens se comportent différemment par rapport à il y a 10-15 ans. Et comme par hasard, il y a 10-15 ans, c'est à peu près le moment où les premiers iPhones sortaient, et c'est à ce moment-là aussi que les réseaux sociaux explosaient. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on va dans les écoles, on se rend compte que les enfants ont un mode de fonctionnement qui est différent de ce qui se passait il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Et savoir que l'être humain a tant évolué en 10 ans, biologiquement, j'en doute. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément de troubles du comportement, qu'il y a de l'impulsivité, des troubles du sommeil, qu'il y a des troubles alimentaires, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agressivité, de troubles mentaux, on parle aussi beaucoup de TDAH, de problèmes sociaux, et on se rend compte que chez les jeunes adultes, il y a une baisse significative de la sexualité, alors que c'est eux qui en parlent le plus, et même si le Covid est venu exacerber, il y a beaucoup plus de burn-out, de dépression, et on se rend compte qu'on assiste aussi à une espèce de culture du vide. Et est-ce que il y a une corrélation? C'est la question à laquelle on va se poser. C'est en 2016 que Christian Lütscher, je ne sais pas si je le dis bien, est un neurobiologiste, décide de mettre des souris dans des cages. Et dans cette cage, il y avait un fameux bouton. Dès lors où la souris appuie sur ce bouton, il y a un capteur qui vient stimuler le cerveau de la souris, libérant chez la souris de la dopamine. Mais la dopamine, qu'est-ce qu'elle fait dans le cerveau? La dopamine est un neurotransmetteur qui vient justement délivrer un message dans le cerveau, et ce message, c'est de la récompense, de la motivation et de la joie. En gros, dès que la souris appuie sur le bouton, elle prend un shot de joie. Pour vous décrire les bienfaits de la dopamine, c'est comme si vous étiez en train de ressentir un orgasme tellement c'est puissant. Et vous savez tous comment on adore pratiquer le sexe. C'est la même chose avec, par exemple, quand vous mangez des bonbons ou du chocolat. Vous avez un shot de joie. Si le cerveau identifie une substance comme le chocolat étant égale à un orgasme, à une récompense telle quelle, alors il associe le stimulus à un shot de joie. Et il faut savoir que le cerveau adore les shots de joie, tellement qu'il a envie de recommencer l'expérience plusieurs fois. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les souris. Les souris ont appuyé sur le bouton plusieurs fois jusqu'à même en devenir dépendantes. Et le gros problème avec la dopamine en excès, c'est qu'on en devient très vite accro. Les souris ont tellement voulu avoir des shots de joie qu'elles ont appuyé sur le bouton jusqu'à oublier leurs besoins primaires, tels que manger, tels que dormir, tels que boire, tels que se reproduire, et ne se souciaient plus du reste. Ça allait tellement loin que si les scientifiques n'avaient pas retiré les souris de la cage, alors ces souris auraient été mortes, et mortes heureuses. Si on le met à l'échelle mondiale, imaginez que chaque souris dans le monde appuie sur le bouton, qu'est-ce que ça ferait? Pire encore, et si à chaque fois qu'une souris appuyait sur le bouton, ça générait de l'argent, qu'est-ce que ça ferait? N'oubliez pas que le but d'une entreprise, c'est de gagner un maximum d'argent et faire un maximum de profit. C'est exactement ce qu'ont fait les réseaux sociaux. Créer un besoin fort, le mettre d'apparence inoffensive, et bien évidemment, ça fait qu'on se drogue sans même s'en rendre compte. Et ce bouton-là, en fait, on a réussi à le mettre dans votre propre poche. C'est ce qu'on appelle un smartphone. À chaque fois que vous appuyez sur votre smartphone, que vous êtes liké, que vous scrollez, que vous rafraîchissez votre flux d'activité, alors ça pourrait vous libérer un shot de joie, donc une bonne dose de dopamine. Bien sûr, l'entreprise ferait clairement jackpot. Sur Internet,
on sait, et c'est une loi qu'on sait de manière sous-marine, c'est que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc en d'autres termes, c'est votre vie qu'on vend. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut plusieurs choses. Vos données personnelles et surtout votre attention. Donc l'objectif de ces entreprises, c'est de capter votre attention. Pour ça, ils utilisent un outil qu'on appelle un algorithme. Et cet algorithme va identifier les failles psychologiques. Alors évidemment, qui dit un algorithme dit forcément création par un être humain, et ces êtres humains ont leur biais cognitif aussi. Et l'objectif, c'est de tout faire pour gratter votre attention, parce que comme ça, on va vous obliger à vous connaître, et vous allez liker, et vous allez peut-être raconter votre vie, et dans tous les cas, on en saura plus pour vous, pour encore mieux vous manipuler. Il faut savoir que chaque réseau social en a un. L'objectif, c'est de créer celui qui identifiera le mieux vos préférences et vos habitudes pour vous donner le meilleur contenu possible. Et surtout, celui qui fera que vous serez attentif et que vous resterez sur l'application. Alors, il y a eu plein d'essais et aujourd'hui, TikTok est celui qui réussit le mieux. Et oui, parce que dès lors où vous allez par exemple sur YouTube ou sur TikTok, vous voyez que déjà, sur toutes les applications, plus ou moins toutes les interfaces se ressemblent, et ce n'est pas pour rien, mais TikTok est vraiment passé à un niveau supérieur. Comme vous le voyez, YouTube, vous êtes devant un écran où il y a des vidéos. Et le choix est fait par l'utilisateur. C'est un choix conscient et vous êtes relativement actif sur l'application. Mais TikTok, dès lors où vous arrivez, vous consommez directement du contenu. C'est un scroll qui est automatique et vous passez de contenu incroyable en contenu plus ou moins incroyable. En gros, vous pouvez passer d'un chat qui danse à une nana qui fait n'importe quoi, à une adolescente qui prend son téléphone et qui vous fait une chorégraphie de je ne sais pas quoi. Bref, tout plein de contenu plus ou moins loufoque. Et ce qui est incroyable avec TikTok, c'est que le scroll est automatique, il est infini, et surtout, c'est tellement confort que vous n'avez pas eu de faire de choix conscient. Vous n'avez pas le choix et vous êtes complètement passif. Et cette passivité, en fait, c'est l'algorithme qui essaye de vous tester en essayant d'obtenir des informations. Est-ce que vous allez liker? On va regarder votre localisation, qui vous êtes, votre historique de navigation, combien de temps vous passez sur une vidéo avant d'en changer, combien de temps vous passez dans les commentaires, qui vous suivez, etc., etc. En quelques heures, l'algorithme en fait va identifier vos goûts musicaux, votre orientation sexuelle, vos choix politiques, tout un tas d'informations qui lui permettra de mieux vous cerner. Plus de temps vous passez, plus l'algorithme est en capacité de vous comprendre. Parce qu'en fait, ce n'est pas par rapport à ce que vous faites, c'est clairement, vu que vous êtes passif, c'est que vous regardez par rapport à qui vous êtes. Et le qui vous êtes, c'est bien plus important. Et surtout, ce qu'on pourra remarquer, c'est surtout l'état de votre santé mentale. Ce qui est le plus dingue avec TikTok, c'est qu'en fait, il force votre curiosité. Et c'est pour ça que l'onglet pour toi vous brosse dans le sens du poil, fait en sorte à ce qu'on s'intéresse à vous. Et quand vous êtes quelqu'un en santé mentale fragile, juste le fait de savoir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui pense à vous, vous lui faites directement confiance. Ce qui est important à retenir, c'est que ce jeu ne fait jamais de perdant. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un contenu que vous aimez, vous avez une petite dose de dopamine. Quand vous tombez sur un contenu sur lequel vous n'auriez jamais cliqué, mais que vous appréciez, vous en prenez pas une, mais bien plus. La dose est bien plus impressionnante. Car oui, quand la récompense est, disons, inattendue, la récompense, en tout cas la sensation de celle-ci, est bien plus importante. Et si vous n'aimez pas, bah tant pis, c'est pas grave, ça fait quand même de la dopamine parce que vous vous dites que bah, la prochaine sera la bonne. Et en fait, vous entretenez un espèce d'espoir. Le même espoir que dans les machines à sous quand vous jouez au casino. Est-ce que je vais gagner le jackpot ou pas? Et à force de scroller, bah, tout simplement, votre cerveau a appris à le faire de manière automatique, à libérer de la dopamine. C'est-à-dire que votre cerveau a associé le fait de regarder des vidéos et à scroller avec vos doigts comme ayant
une récompense et une simulation d'orgasme. Donc du coup, votre cerveau, juste le fait de savoir que vous allez regarder des vidéos, va libérer en amont et en avance de la dopamine. Donc c'est-à-dire que même quand vous n'aimez pas, eh ben vous aimez quand même. Et voici la faille qu'on retrouve utilisée par les réseaux sociaux et qu'on retrouve dans le cerveau. C'est le système limbique. Le système limbique est le centre de notre cerveau, géré par l'hypothalamus, qui gère les besoins non impériaux. On le retrouve énormément dans les problématiques de burn-out. Les besoins non impériaux, je rappelle, c'est manger, se reproduire, c'est-à-dire que on n'en a pas besoin, mais si on ne le fait pas au moment donné, ça pose un problème. Et donc la nature nous a dotés de deux émotions qui nous permettent d'assouvir ces besoins non impériaux. La nécessité et le plaisir de le faire. Cependant, nous pouvons quand même renoncer consciemment de manger si nous avons envie. Donc la nature nous a obligés de créer une troisième émotion qui nous permet de nous obliger à manger, sinon en fait l'espèce n'aurait jamais survécu. Et c'est là où on arrive la récompense gérée du coup par le neurotransmetteur qui est la dopamine. La dopamine arrive normalement après un effort, là où sur les réseaux sociaux, vous n'en faites plus jamais. Et c'est aussi responsable de la motivation, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux, récompense, motivation, nécessité, plaisir, récompense, action, etc. Sauf que si c'est répété, alors il y a une association émotionnelle qui se fait dans l'hippocampe. C'est là où on trouve les associations, la mémorisation avec stimuli émotionnels. Et donc ce geste associé va créer de l'anticipation qui devient à son tour le bouton de l'expérience, n'oubliez pas les souris qui appuient sur le bouton, et qui fait de manière répétée devient ensuite de l'addiction, et cette addiction associée au geste, et on refait exactement ce cercle vicieux plusieurs fois. Maintenant il faut ajouter le fait qu'il y a les progrès technologiques tels que le flux infini, par exemple, qui nous permet de ne plus nous repérer dans le temps. Et il faut savoir que l'influx massif de dopamine nous amène à un désintérêt pour les activités ne procurant pas la même intensité de plaisir. Et bien évidemment, ça amène ensuite à la procrastination. Cette procrastination nous amène du coup à l'inaction. L'inaction détruit l'estime de soi, nous fait ressentir des sentiments d'impuissance, ce qui nous amène à plus pouvoir nous concentrer sur quoi que ce soit et nous n'avons plus aucune projection dans l'avenir. Plus aucune projection, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en coaching, c'est-à-dire l'objectivation ainsi que la visualisation de ce qui se passe à n plus 1, plus 2, plus 5, ce que vous voulez. C'est ce qui permet les gens de créer des déclics émotionnels. Sans ça, l'anxiété, la dépression et l'estime de soi s'écroulent et l'anxiété, bien évidemment, la dépression augmente. Cette surcharge en dopamine vient détruire la créativité, rend beaucoup plus impulsif et détruit bien évidemment les cellules et les neurones du cortex cérébral. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dessus, je vous recommanderais bien évidemment de cliquer dessus. Or, le cortex cérébral est impliqué aussi dans la régulation des comportements. C'est des comportements logiques. C'est-à-dire que sans cortex cérébral, vous êtes sous l'impulsion de vos émotions, vous n'êtes plus capable de réfléchir correctement, de manière logique, et donc du coup vous avez des comportements immatures, vous avez des comportements toxiques, et bien évidemment vous renforcez votre solitude, et l'estime de soi et la solitude ce n'est plus possible, donc du coup vous renforcez cette estime de soi en postant sur les réseaux sociaux, en essayant de vivre à travers les autres, en obtenant des likes. Cette estime de soi devient alors instable, vous êtes dans l'autopromotion, voire dans l'autodestruction, et vous rencontrez votre part toxique. La masculinité toxique, alors c'est la destruction des autres ou de soi-même, et la féminité toxique, c'est devenir une catin, c'est-à-dire qu'après, vous faites des photos à poil pour essayer d'obtenir toute compensation possible. Et bien évidemment, j'exclus toute autre pathologie qui pourrait se greffer à cette problématique. Vous mettez tous les deux en mini-jupe,
et puis on va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. D'ailleurs, les réseaux sociaux l'ont très bien compris, en pouvant valider les autres, on joue aussi sur un instinct de survie très primaire qui est que l'être humain n'aime pas être seul, puisque l'être humain tout seul se sent en danger de mort. Et l'estime de soi est toujours travaillée, certes pour soi-même à la base, mais est toujours changeante par rapport à ce que pensent les autres. Et en mettant un petit like et en donnant la possibilité de commenter n'importe qui caché derrière son écran, eh bien on peut mettre sa validation ou la retirer, ce qui rend les gens complètement dépendants, instables et toujours dans l'auto-promotion, avec bien évidemment des troubles psychologiques liés à un déficit d'estime de soi. Il n'est donc pas étonnant de voir comme les souris des êtres humains complètement accros à leur téléphone en étant incapables de redresser leur tête pour pouvoir 1. Réfléchir, 2. Se nourrir correctement, 3. Dormir, 4. Faire du sport, tellement qu'ils sont en fait heureux et drogués et ils sont contents de faire ça. Tu seras heureux. Tu auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Du coup, ces gens-là mettent en danger clairement leur vie, mais aussi celle des autres, puisque ça va devenir un problème de santé publique majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, je crains que la machine soit bien trop prononcée et qu'on en trouve les dégâts dans les 10 ans à venir. Souci, c'est que aller dans les écoles pour parler de ça, l'éducation nationale n'est pas très concernée. Et ne se sent pas trop concerné, ne forme pas les éducateurs à ce genre de thématique, et donc du coup, ils sont clairement en difficulté devant des choses qu'ils ne connaissent même pas, puisque nous les adultes, nous n'avons pas grandi avec. Donc c'est extrêmement difficile de comprendre les enjeux. Ou bien parce que nous-mêmes en tant qu'adultes, nous sommes dans l'usage excessif de nos téléphones, et donc les enfants ne font que reproduire ce qu'ils voient. Et c'est un problème, puisque le cerveau des enfants n'est pas fini, le cortex cérébral n'est pas arrivé à maturité, et tout ce qui est question de pouvoir réfléchir logiquement ou bien de se poser tranquillement pour prendre des décisions raisonnées qui permettent de prendre les meilleures décisions pour soi-même et les autres, ce n'est pas construit chez les adolescents. Et les adolescents sont donc en plein dans la faille du système limbique, et c'est 2 fois plus grave pour eux, puisque c'est pour ça qu'un adolescent d'ailleurs prend beaucoup de risques dans sa vie, puisqu'il n'a pas le cortex cérébral pour le réguler. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la destruction du cortex liée à une invasion massive de la dopamine, le cerveau des enfants est clairement en danger. Alors, ne les laissez pas faire. Si vous voulez avoir du coaching, n'oubliez pas, je suis là, et bien évidemment, si vous voulez prendre votre vie en main et votre santé, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, et n'hésitez pas non plus à me contacter là-bas, le temps que mon site soit en construction. Et moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.